Bonjour. Comme vous le voyez, nous passons aujourd'hui à un autre aspect de JN, mais nous serons obligés d'y passer. Nous serons certainement obligés de passer 2 cours sur cette question du rêve de JN, mais avant, je voulais revenir un tout petit peu en arrière au cours précédent, où nous avions parcouru le poème long, n'est-ce pas, Chōka, de Nagauta, de JN, pardon, qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque, je vous le rappelle, 105 vers, qui était à l'intention du cercle poético-politique qui était réuni autour de l'empereur retiré Go-Toba, qui semble vraiment être le public privilégié de JN, puisque nous allons le retrouver ici. Et ce poème qui traitait de son désarroi devant ce qu'il estimait être la décadence de l'école Tendai, où il avait, à plusieurs reprises, et où il, encore plus tard, occupera la plus haute position. Nous avons vu combien il se conformait, malgré le caractère insolite, parce que archaïsant de la forme. Le Nagauta, n'est-ce pas, commence au Manyoshu, n'est-ce pas, au milieu du 8e siècle, et on en a quelques exemples dans le Kokinshu, donc du tout début du 10e siècle, et après cela, des épisodes sporadiques. Vous vous souvenez peut-être que dans le Senjusho, l'an dernier, nous avions vu une forme de Nagauta attribuée à la poétesse Issei, et qui était aussi d'ailleurs un poème de regret sur les ruines du palais impérial, n'est-ce pas? Donc nous avions vu que c'était un terme, un poème qui était de la règle, qui suivait les règles les plus classiques, où il y avait un seul terme sino-japonais, vous vous souvenez, Norinoshi, donc le maître de la loi qui transcrivait le composé sino-japonais Hoshi, et l'emploi surabondant des épithètes poétiques du Makura Kotoba, n'est-ce pas, et des toponymes poétiques, les Uta Makura, etc. Nous avons vu aussi que ce poème, malgré sa profonde tonalité religieuse, n'était pas sans intention politique. Avec son rappel des morts causées lors des troubles civils de Hogen, de la Hogen no Ran, n'est-ce pas, de 1156, et où se forment les prémices de l'opposition entre les Taira et les Minamoto, qui va dessiner toute la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe. Et la proposition bien discrète, nous l'avons vu, elle ressort de l'ensemble du poème, évidemment, mais si nous adoptons ce que je crois pouvoir y discerner comme jeu de mots, elle est un peu plus évidente. Mais même ce jeu de mots, comme vous l'avez vu, il est tout à fait caché dans l'énoncé du poème. Et nous avons vu aussi le rappel qui est fait des liens avec les divinités du sanctuaire qu'on pourrait appeler Shinto, donc de Hiyoshi, n'est-ce pas, le Hiyoshi dont je vous donne. C'est un très bel endroit, mais je ne trouve pas sur l'internet de photographies qui rendent suffisamment la beauté et le mystère de ce sanctuaire qui est situé au pied du mont Hiei. Vous voyez que le nom est Hiyoshi Jinja, qu'on lit couramment maintenant Hiyoshi, mais qu'on peut lire aussi Hiei, et la lecture Hiei est attestée aussi anciennement, et qui a bien sûr rapport avec le toponyme de Hiezan, qui n'est probablement qu'une retranscription en sino-japonais prestigieux de ce terme de Hiei. Et donc, les divinités du sanctuaire de Hiyoshi, donc les Sanno, n'est-ce pas, le roi et les rois de la montagne, qui sont les garants du mont Hiei, de l'école Tendai et du syncrétisme, de cette assimilation entre Shinto et bouddhisme qu'on appelle Honji Suijaku. Alors, nous l'avions vu, ce poème est daté de 1205. Ainsi que nous le savons grâce à la mention qui en est faite dans le Meigetsuki de Teika. Et il nous a paru illustrer de façon assez éclatante l'une des facettes de JN,
celle du prélat soucieux de l'avenir de son école déclinante. Alors, évidemment, est-ce une impression personnelle parce qu'il est en but aux oppositions du reste de sa communauté? Il faut aussi voir, je vous en ai suggéré un mot la dernière fois, il faut aussi voir que cette école Tendai de l'époque de Jien, et puis un tout petit peu plus tard, a fourni les grands réformateurs, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler, enfin, de façon un peu simpliste, les moines anti-système, n'est-ce pas, que sont on peut parler des 4 grands que sont Honen, Shinran, Dogen et Nichiren, mais tous ont fait leurs études, sont entrés dans la vie religieuse dans l'école Tendai. Et ils en sont partis peu satisfaits, insatisfaits. Alors, il y a peut-être autre chose qu'une simple récrimination personnelle de la part de Jien. Il y a une crise peut-être plus profonde dans l'école Tendai de l'époque. C'était aussi, je vous l'ai dit, l'expression de l'aspect le plus exotérique, Kaingyo, n'est-ce pas, de son expression littéraire. Et vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas insisté suffisamment dessus, malgré l'abondant recours qui est fait à toutes les ressources de l'art poétique japonaise, c'est-à-dire les makura kotoba, les utamakura, les jeux de mots, etc., etc. Je vous en ai donné quelques-uns, mais nous aurions pu passer plusieurs cours rien que sur l'explication de ce poème. Mais malgré tout, vous l'avez peut-être remarqué, il y a très peu de ces allusions cachées à des doctrines bouddhiques ou à des assimilations, des correspondances entre monde phénoménal et monde authentique, n'est-ce pas, disons entre les deux vérités, la vérité vulgaire Zoktai et la vérité authentique Shintai, il y a relativement peu, il y en a même, sauf ce qui est évident, on n'en trouve pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Jien s'est modéré, alors que dans plusieurs des poèmes que nous avons vus et que nous verrons tout à l'heure aussi, l'un d'entre eux que nous verrons tout à l'heure, il y a toutes sortes de ces allusions. Et l'autre point aussi sur lequel je voulais revenir, parce que ce n'est pas sans conséquence avec ce que nous allons voir aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est que ce poème était présenté comme un homonka, n'est-ce pas? Homon no tanka, littéralement un tanka. Je vous ai dit que c'était, bon, je reviens là-dessus, c'est présenté comme un poème court, alors que ça aurait été un poème long, mais il y a des différentes longueurs, donc il est, disons, court dans le genre poème long. Et c'est un homon, n'est-ce pas? C'est-à-dire littéralement un poème scripturaire. Vous savez, nous avons certainement plusieurs fois vu cette distinction, et notamment dans la deuxième année de cours, il y a quelque temps, où nous avions parlé et la première année d'ailleurs sur Son Yen, c'est homon, donc c'est homonka, les poèmes littéralement sur la lettre de la loi, c'est la lettre de la loi, c'est-à-dire les sutras, qui sont un sous-genre, si vous voulez, des shakyoka, c'est-à-dire des poèmes bouddhiques japonais. Ces poèmes ont pour caractéristique d'expliciter la lettre d'un sutra, et bien sûr, dans l'école Tendai, c'est avant tout le sutra du lotus. Or, il ne s'agit absolument pas d'un poème scripturaire, vous l'avez vu, dans le sens où nous l'entendons habituellement, où nous aurions pu le voir. Il ne part pas d'une citation scripturaire et qu'il essaye de développer. Il n'y a pratiquement pas de citation, là aussi d'ailleurs, il n'y a même pas de citation encryptée, de citation cryptée du Sutra du Lotus dedans. Alors, une façon de comprendre ce homon est peut-être à aller chercher dans un épisode du Senjusho que nous avons vu l'année dernière, n'est-ce pas? Le Senjusho est postérieur
bien sûr, à l'époque à laquelle nous nous intéressons en ce moment. Il est postérieur à J.N., il date du milieu du XIIIe siècle, je l'ai dit, mais il y a énormément, et vous allez voir tout à l'heure, nous allons revenir dessus aussi, il y a énormément d'idées, de pratiques qui sont tout à fait, que l'on peut tout à fait mettre en correspondance avec le milieu de J.N., puisque c'est à peu près le même milieu. Or, vous vous souvenez peut-être que dans le Senjusho, au livre premier, le troisième épisode du livre premier, on voit la rencontre entre un moine, donc un moine qui n'est pas spécialement ermite, et un hijiri. Vous vous souvenez, hijiri, nous l'avons vu aussi, ce sont des moines érémitiques dotés de pouvoirs plus ou moins extraordinaires. Et le moine demande au hijiri, donnez-moi d'un seul mot un texte de loi, homon, c'est-à-dire un passage scripturaire qui éclaircisse la pensée. Il lui demande un homon. Alors normalement, on devrait s'attendre à une réponse précise. Et l'autre répond, voyant sur une haie voisine un asagao, n'est-ce pas, une fleur de liseron, une hippomée, épanouie, sur laquelle de la rosée s'était déposée, rosée que le vent, soufflant par hasard à ce moment, faisait tomber, il dit, les yeux embués de larmes. Voyez, alors c'est un poème, n'est-ce pas? Voyez-vous combien vainement elle a fleuri la fleur de l'hippomée pour que l'ait précédé la rosée de ce matin. Et pour conclure, Korekoso homon yo, voilà votre citation scripturaire, et de disparaître sans laisser de traces. Donc vous voyez que ce homon est beaucoup plus... là c'est simplement un fait de la nature qui apparaît comme un enseignement. Donc il faut voir aussi ici le sens de homon qui est dans ce poème beaucoup plus vaste qu'il ne l'est le plus souvent. Et on pourrait peut-être même estimer que pour J.N., c'était l'école Tendai elle-même, le Tendai-shu, qui constituait le homon. Alors évidemment, y a-t-il un jeu de mots avec homon, le monde kado, n'est-ce pas, qui veut dire donc la porte de la loi, qui veut dire l'enseignement, mais ça se trouve aussi. En tout cas, il faut voir que cette idée de condenser la loi, de condenser la loi dans des phénomènes qui ne relèvent pas directement de la citation scripturaire sont intéressants. Nous allons voir aussi cela tout à l'heure. Alors, tous ces traits rendent d'autant plus remarquable le contraste avec le texte que nous allons voir aujourd'hui. S'il s'agit d'un document bien connu des historiens des religions japonaises et aussi des historiens tout court, par exemple, notre ami Pierre Souiri, dans son livre que vous connaissez sans doute, dont je vous recommande la lecture sur l'histoire médiévale du Japon, n'est-ce pas, qui est paru en livre de poche, vous le trouvez très, très couramment. C'est la réédition d'un livre qu'il avait intitulé autrefois Le Monde à l'envers. Et il a à présent un titre un peu plus orthodoxe, si je puis dire, c'est l'histoire du Japon médiéval. Et il fait une très brève allusion à ce qu'il appelle la vision de J.N. Donc c'est assez connu, mais il l'est beaucoup moins d'un public plus large, et surtout parmi ceux qui s'intéressent à J.N. d'une façon littéraire. Alors, tout d'abord, parce que vous le verrez, et là c'est justement pour cela que je vous le donne aussi, c'est l'un des aspects sur lesquels je voudrais m'arrêter. Il ne s'agit pas du tout d'un texte à prétention littéraire. Ce serait même tout le contraire, si l'on peut imaginer un contraire à littéraire. Disons qu'il s'agit d'un témoignage de la relation d'un événement réellement vécu par son auteur, ainsi que d'une réflexion dont on va voir la façon dont il l'amène, esquissée par lui-même sur la signification véritable de ce qu'il a vécu. Disons aussi tout de suite que l'un des aspects les plus remarquables est qu'il s'agit de la relation d'un rêve fait par J.N.
Et nous allons, enfin, je vous laisserai apprécier cela tout à l'heure, le développement de ce rêve. Remarquable, cela l'est par comparaison avec l'ensemble de l'œuvre de Jian, puisqu'on n'y retrouve pas de texte similaire. Mais bien sûr, il s'en faut beaucoup que les relations de rêve soient une rareté dans le domaine littéraire et religieux. Bon, pas seulement au Japon, pas seulement en Chine, pas seulement en Asie, mais dans le monde entier. Vous savez que l'un des textes les plus fondamentaux de la pensée théologique et philosophique au Moyen-Âge est le rêve de Scipion, qui est attesté de l'Antiquité à partir d'un texte de Cicéron et qui a fait l'objet de nombreux commentaires jusqu'à la Renaissance et après. Donc il serait vain de tenter l'esquisse d'une histoire du rêve en Extrême-Orient, ce qui nous ferait sans doute remonter... Pardon, j'avais trouvé une charmante illustration du rêve de Chuang-Tzu. Vous savez qu'il est l'un des plus anciens. Chuang-Tzu qui se rêve papillon et qui ne sait plus s'il est papillon rêvant qu'il est Chuang-Tzu ou Chuang-Tzu rêvant qu'il est papillon. Mais même en se limitant au bouddhisme dans le monde de la langue chinoise, n'est-ce pas, ce monde que j'appellerais volontiers maintenant sino-glossique, à partir de hiéroglossie, qui engloberait tout le monde, où l'écriture et la langue chinoise ont trouvé un axe central. C'est un terme qui est utilisé en anglais d'ailleurs à présent, mais dans un autre contexte. Je reviendrai un jour là-dessus, parce que c'est un concept utile. On se souvient que l'histoire même, enfin l'histoire traditionnelle en tout cas du bouddhisme chinois, commence avec le rêve de l'empereur Ming des Han orientaux, ou les Han postérieurs, n'est-ce pas, qui est daté de 67 de l'ère chrétienne. Je vous en donne ici la conséquence. Je n'ai pas trouvé d'illustration de ce rêve. On en trouve, hein, je n'ai pas eu le temps de chercher, qui voit un homme d'or, n'est-ce pas, Konnin, n'est-ce pas, Kogane no Shito, qui se pose sur le toit de son palais, et il envoie vers l'ouest une expédition qui ramène sur ce cheval blanc, n'est-ce pas, qui ramène les écritures bouddhiques, qui rapporte les écritures bouddhiques sur ce cheval blanc, avec les deux religieux indiens qui sont connus sous le nom de Ju Fadan, n'est-ce pas, Jiku Hodan et Kashapa Matanga, que vous voyez ici, et bien sûr ce monastère du cheval blanc. Ce cheval blanc donnera son nom au monastère du même nom, le Hakubaji, ou bien Byakumeji, le Baimasu, n'est-ce pas, de Luoyang, qui sera le premier monastère chinois. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de revenir sur l'étymologie du mot monastère qui fait en ce moment en chinois qui fait en ce moment l'objet d'une controverse, mais ce Hakubaji, Byakumeji, est le premier exemple, est donné comme le premier exemple du mot Jitera dans le sens de monastère, puisqu'il aurait désigné, on aurait logé ces moines dans des bâtiments administratifs qui étaient le sens original de Ji, Si en chinois. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais je voulais simplement vous montrer l'importance du recours au rêve comme intermédiaire, un intermédiaire qui amortit en quelque sorte une espèce de précaution oratoire, comme intermédiaire dans l'exposé d'idées qui pourraient être perçues comme trop audacieuses. Non en tant qu'hétérodoxie, enfin c'est-à-dire bon, il y en a aussi, mais disons dans la témérité, dans la hardiesse innovante de ces idées. Et souvent, le rêve donc sert à montrer qu'on peut aussi réfléchir de telle ou telle façon sans que ce soit considéré, que c'est besoin d'être considéré comme un dogme, n'est-ce pas, un gui, c'est-à-dire une idée à laquelle on doit adhérer en tant qu'appartenant à telle ou telle école. L'un des meilleurs exemples pourrait être évidemment le célèbre texte qu'on appelle le scalpel adamantin, le Kongo Beidon en japonais,
de Janran, de Tannen, donc le sixième patriarche de l'école du Tiandai chinois du 8e siècle, dans laquelle, dans ce texte très, très connu, une doctrine qui n'est pas qu'on ne peut pas appeler hétérodoxe, mais qui n'est pas courante, et surtout dans la façon courante dans l'interprétation que va lui donner l'auteur, Tannen, c'est l'idée de la nature du Bouddha présente dans l'inanimé, c'est-à-dire le végétal et le minéral. Vous vous souvenez de cela? Eh bien, il part d'un théorème, je dirais, très simple, en se fondant sur un texte scripturaire, là, au monde, n'est-ce pas, du sutra de l'extinction, du Nihangyo, dans lequel il est dit que la nature du Bouddha est omniprésente comme l'espace. Et à partir de cette citation scripturaire, il va mener la réflexion jusqu'au bout. Si la nature du Bouddha est partout, elle est aussi dans l'inanimé, mujo, n'est-ce pas, nasake, naki, mono, les choses, donc en particulier les plantes qui ne sont pas considérées comme animées parce qu'elles n'ont pas de shin, n'est-ce pas, de kokoro, et les pierres. Et pour cela, il imagine un dialogue en rêve. Il s'imagine rêvant lui-même ce qu'il appelle un yakaku, yeka, n'est-ce pas, un voyageur rustique, vient lui exposer cette idée. S'ensuit un débat en rêve, et vous allez voir que là aussi ce n'est pas sans conséquence. S'ensuit un débat en rêve, et ce débat onirique pose une doctrine qui devient gi, en quelque sorte, c'est pas mujo usho en japonais, qui va devenir un objet d'élaboration doctrinale tout au long de l'histoire du bouddhisme japonais, chinois aussi, mais japonais aussi. Alors bon, ça c'est au 8e siècle en Chine, mais à l'époque même de Jien, à l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, la relation onirique occupe une place non négligeable dans le bouddhisme japonais. C'en est même bizarre, je dirais. Nul n'ignore en ce domaine l'importance de l'œuvre du religieux Myoe. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je crois que je n'ai pas mis les caractères de son nom. Il est 1173-1232, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il est l'exact contemporain de Jien. Jien, je vous rappelle, 1155-1225. Nous sommes vraiment dans la même tranche d'époque. Et qui est un grand moine de l'école Kegon, un grand moine qui a été bien sûr l'un des artisans du renouveau conservateur, en quelque sorte, des écoles anciennes dans cette époque d'innovation, justement, qui était le début de Kamakura. Or, Myoe tint pendant plusieurs dizaines d'années, à partir de l'âge de 20 ans, et presque jusqu'à sa mort, une description de ses rêves qui a été réunie dans le fameux Yumenoki, n'est-ce pas, la relation de mes rêves. Je dis fameux parce qu'il a été l'objet d'une étude qui est maintenant classique de notre collègue et ami Frédéric Girard, n'est-ce pas, donc le journal des rêves de Myoe Shonin, que je vous publié à l'École française d'Extrême-Orient en 1990, que je vous recommande de lire parce que ça nous donne un aspect monumental presque de l'importance des rêves à cette époque. Il y a, selon des chiffres différents selon les éditions, mais il y a à peu près 180 rêves qui sont notés, décrits par Myoe, n'est-ce pas? Donc nous, à l'époque de Jien, je vous le rappelle, donc nous voyons que ce n'est pas anodin. Et exactement à la même époque, nous avons aussi les relations de rêve. Alors, donc Myoe, c'est une très grande relation. Nous avons maintenant une relation moyenne et nous allons voir une relation très brève avec Jien,
qui est une autre relation de rêve qui est due à l'un des grands moines des grands noms du bouddhisme japonais de l'époque, Shinran, n'est-ce pas? Shinran, donc, qui est aussi, il est né la même année que Myoe, 1173, il est mort plus tard, 1262. Vous connaissez tous Shinran, le fondateur de ce qu'on appelle l'école authentique de la terre pure, le Jodo Shinshu, qui lui aussi, d'ailleurs, a pris est entré dans la vie religieuse, Shukke, n'est-ce pas, à l'âge de 9 ans. Et vous vous souvenez, j'ai fait une allusion très brève il y a 2 cours auparavant, il est entré dans le Tendai, au Shorin, alors que Jien en était le supérieur. Donc il a en quelque sorte parrainé son introduction dans le Tendai. Or, Shinran a fait. Là aussi, nous avons plusieurs versions du texte, mais ce Shinran Muki, n'est-ce pas, Yumenoki, encore une fois, c'est-à-dire la relation des rêves de Shinran, consigne 3 rêves qui datent de 1191, 1200 et 1201. Donc, vous verrez que tout à l'heure, le rêve de Jien est daté, la relation est un peu plus tardive, mais il est très précisément daté par Jien de 1203. Donc c'est une époque où l'on rêve beaucoup. Est-ce que c'est à cause des taches solaires? Je ne sais pas. Mais nous avons, en tout cas dans le bouddhisme de l'époque, bouddhisme japonais de l'époque, une abondance de rêves. Le synchronisme est frappant, donc, puisque le rêve de Jien date pratiquement de la même époque. Et non seulement la coïncidence de rêves, des dates est frappante, mais le contenu même de ces rêves comporte des analogies troublantes. En particulier, donc, le célèbre rêve qu'a fait Shinran au Rokkakudo de Kyoto, vous voyez que l'on peut encore, bien sûr, considérablement rénover, mais que l'on peut encore admirer au centre même de Kyoto. Et dans ce rêve, le bodhisattva Kannon apparaît à Shinran et lui fait une singulière promesse, pour le moins, que je vous donne ici, n'est-ce pas? Gyoja no shukuho ni... Bon, shukuho ni yotte tatoi nyonan sutomo ou sudedomo. Toi, le pratiquant, Kannon, la déesse Kannon, la déesse ou le dieu, enfin le bodhisattva Kannon, qui, comme vous le savez, est asexué comme tout bodhisattva. Il n'est ni homme ni femme, mais vous savez aussi que dans l'Extrême-Orient, il a peu à peu pris et déjà d'ailleurs dès l'époque de Heian, une forme féminine. Mais ici, on voit bien préciser ce caractère interchangeable, en quelque sorte, du sexe du bodhisattva. Si... alors, toi, ô pratiquant, donc toi, Shinran, si par une rétribution karmique, n'est-ce pas, Shukuho, vous voyez, Yadoru Mukui, c'est-à-dire la rétribution qui provient des différentes renaissances, Nyohan Sudedo, Tatoe, le troisième caractère avant la fin, Setsu Moku, c'est le Tatoe, n'est-ce pas, bien que, même si, à cause d'une rétribution karmique, Nyohan, tu commets littéralement le crime de la femme, c'est-à-dire oui, voilà, quand bien même tu fauterais avec une femme. Alors parfois on va plus loin en disant violer, violenter. Non, évidemment c'est simplement en tant que moine commettre le péché de chair. Wade. Alors là, je vous prie de regarder cela. Voilà, Gyokunyo tonalité. On le lira Gyokujo dans le passage tout à l'heure. Je deviendrai femme de jade et mi-ni okasaru ran. Je me ferai femme de jade et c'est mon corps qui subira l'offense. C'est-à-dire que si Shinran ne peut plus se contrôler, c'est Kannon lui-même, elle-même, qui deviendra Gyokujo, Gyokunyo, et eh bien, s'offrira à lui. Et je vous prie de retenir ça, parce que nous allons voir des choses vraiment tout à fait
proche tout à l'heure, mais exprimé de façon tout à fait différente et beaucoup plus explicite. Ta vie durant, Issho no aida, yoku shogen sen, tu seras donc capable, ta vie durant, shogun, pas shogun, shogun sen, de t'orner. Alors, ce texte, évidemment, ça veut dire ici t'orner de mérite, te décorer de mérite. C'est-à-dire que, donc, le crime sexuel pour lequel Kannon s'offrira en bouc émissaire, pour reprendre un autre Girard, René Girard, n'est-ce pas? Eh bien, cela n'influera en rien sur son karma. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire que ce ne sera pas une faute. Et Rinju no Toki, Indo shite, Gokuraku ni Shozen, et à la fin de ta vie, je viendrai te chercher pour te guider dans la Renaissance en mon paradis, en matière de béatitude, n'est-ce pas? Puisque Kannon aussi a bien sûr un kokudo, un jodo, n'est-ce pas, une terre pure comme Miroku, etc. Alors, nous reviendrons bientôt sur certains des termes importants de cette citation importante aussi, puisqu'on sait qu'elle servit de justification à Shinran pour renoncer au célibat monastique et prendre pour femme la non-Eshinni, n'est-ce pas? Bon, tout ça est très connu, avec laquelle il entretient aussi une correspondance qui est tout à fait intéressante. Eshinni, donc 1182-1268, c'est un peu comme Luther et sa nonne. Tout cela est vraiment intéressant d'abord pour voir que de ces trois rêves de Shinran, il y en a donc un à connotation fortement érotique. Là aussi, c'est un trait que je vous demande de garder. Et dans les relations de rêves de Myoé aussi, il y a des rêves, bien sûr, aussi à résonance érotique. Bon, ça ne nous étonne pas, évidemment, mais il faut le souligner. Et bon, je reviens dans un instant sur l'un des termes importants, la femme de Jade, que vous trouvez ici, n'est-ce pas? Donc à 2-3 ans d'intervalle avec le rêve de J.M. Mais avant d'entrer dans le rêve de J.M., il n'est pas sans rapport avec notre thème de lire un poème de sa Centurie du Lotus qui pourrait nous éclairer sur le statut qu'il accorde au rêve. Il y a malheureusement dans ce poème une difficulté textuelle, non pas sexuelle mais textuelle ici, dont les conséquences ne sont pas insignifiantes. Mais je pense que cela ne trouble pas le sens littéral, n'est-ce pas? Ce poème est fait sur un passage du Sutra du Lotus, tiré du chapitre 14, sur la pratique commune, n'est-ce pas, Andaku Gyohon, dans lequel le Bouddha décrit à Manjushri les récompenses que connaîtra celui qui se consacrera à la propagation du lotus. Et vous voyez le début, Nyaku Omuchu Tangen Myoji. Moshi Muchu ni oite naraba, tada myoji o min. Dans ses rêves mêmes, il ne verra que des choses sublimes. Il aura la vision de Nyorai, n'est-ce pas, des Shō-Nyorai, des ainsi venus, assis sur le trône de lion, prêchant la loi. Il verra encore dragons et génies, titans et autres. Bon, je vous donne tout cela ici. J'interromps ici, mais le passage est assez long, mais on trouve beaucoup d'éléments qui ne sont pas rappelés sans rappeler le texte de J.N. Le pratiquant se verra en train de prêcher la loi à ces êtres. Il verra aussi les éveillés, comme ici, n'est-ce pas? Je vous en donne. Avec leurs marques corporelles et leurs couleurs d'or, émettre une, ce n'est pas la citation, hein, émettre une lumière incommensurable. Et, beaucoup plus intéressant, enfin pour nous directement, il se verra encore lui-même, Jishin Omite,
Sanninju ni habité, résidant dans les montagnes et les forêts, attestant les aspects réels. Monomoro no Jisoo shozu koto o miru. Donc vous voyez que cette citation, Sannin, c'est bien sûr une allusion à la vie, à la pratique érémitique, et dans le contexte de JN, cela ne peut faire allusion qu'à sa pratique en tant que moine du Tendai. Et le passage, dans ce passage intervient la citation qui va servir de prétexte au poème que nous allons voir de JN, le Kudai, n'est-ce pas? Tels seront les bons rêves qu'il aura constamment, le pratiquant, Tsuneni kono komu yoki yume aran. C'est très intéressant parce que beaucoup de choses dans ce passage se rapportent à la situation de JN. La citation forcément brève choisie pour le poème, et là je ne parle pas de cette citation seulement, mais en général, lorsque l'on lit des poèmes homonka qui reposent sur une citation scripturaire, il ne faut pas simplement voir les quelques caractères qui constituent la citation pour comprendre le poème. Cette citation ne doit jamais être isolée de son contexte immédiat, que le poète a souvent présent à l'esprit, ainsi que le laisse entrevoir certains indices de vocabulaire et d'allusion dans le poème même. Et immédiatement après le vers qui sert de citation, donc le sutra continue en disant « Il rêvera encore qu'il deviendra roi, qu'il renonce à son palais et à sa suite, qu'il se rend au lieu de la loi, obtient la sagesse des éveillés, etc. » Je vous donne tout cela ici, vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Kokuo to naru. Et ensuite, Guden kenzoku o stete. C'est-à-dire, bon, je laisse tomber le reste, mais vous voyez que c'est très important. Et à la fin, Okite hori o tenzen, il se lèvera de son siège pour faire tourner la roue de la loi. On voit toutes les relations que l'on peut tisser entre la lettre du sutra et les circonstances de JN. Lui-même comme pratiquant, le souverain qui renonce au trône, n'est-ce pas, Guden au stete, pour entrer dans la voie, et c'est évidemment l'empereur. Cela ne peut qu'évoquer l'empereur retiré Gotoba, n'est-ce pas, qui lui-même est retiré, c'est-à-dire qu'il est maintenant, d'ailleurs, pas encore à cette époque, à l'époque du rêve, mais il va bientôt se construire un monastère-résidence. Et il n'est pas jusqu'au dernier vers du chapitre que je vous donne ici, du chapitre du Sutra du Lotus, que l'on ne puisse appliquer à l'époque de notre moine. Si dans les mauvais âges ultérieurs, Nochi no Akse, quelqu'un expose cette loi primordiale, celui-là obtiendra de grands bénéfices, des mérites, ainsi que l'on vient de le dire. L'expression Nochi no Akse peut facilement s'entendre comme synonyme de Mappo no Yo, Mappose, c'est-à-dire qui n'est pas dans le Sutra du Lotus. Je vous ai dit, je crois tout au début, que ce concept de la fin de la loi, de la période où la loi aura disparu, ou ne restera qu'en lettres, mais il n'y aura personne pour la réaliser, ce terme ne figure pas dans le Sutra du Lotus, et d'ailleurs dans la plupart des sutras importants. Mais il est bien entendu que lorsqu'un Bouddha disparaît du monde, et on l'a vu, il y a des périodes où la loi n'est plus transmise, de même que le Sutra du Lotus est resté pendant une infinité d'âges cosmiques sans être transmise dans le monde. C'est à quoi fait allusion ce mot de accès. Et bien sûr, pour Jien et son époque, c'est Mappo. C'est le monde de la fin de la loi. Donc, à partir de ce préambule contextuel, nous pouvons lire le poème de Jien, que je vous donne ici, n'est-ce pas? Omoubeshi, waga utsutsu koso, kanashikere, minori no yado ni miru yume zo sore,
vous voyez qu'il y a deux variantes textuelles qui sont assez importantes. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. Yadoto pour le quatrième vers et Yumezo Naki, c'est le contraire, n'est-ce pas? Miru Yumezo Sore ou bien Miru Yumezo Naki. Nous avons exactement le contraire. Mais nous allons voir que on peut l'entendre d'une façon comme d'une autre. C'est l'assemblage des mots qui est important. Je vous donne d'abord avec le Yumezo Sore. Il faut y penser. Omobeshi. C'est bien notre existence qui est à déplorer. Waga utsutsukoso. En la demeure de la loi réelle, Minori, est la matière de nos rêves. Nous avons suffisamment vu ce vocabulaire pour comprendre immédiatement où est le nœud de la question. Laissons pour l'instant de côté les variantes du texte. Nous nous trouvons tout d'abord devant le couple antonyme habituel, utsutsu, qui est la réalité, n'est-ce pas, écrit le plus souvent avec le caractère gen de genzai, et yume, le rêve, donc yumeka utsutsuka. D'ailleurs, nous allons voir une expression assez proche dans le texte de Jien. Mais ce couple est perturbé, yume utsutsu, par le terme minori, qui veut dire, certes, vous le comprenez tous maintenant, l'auguste loi, minori, goho, n'est-ce pas? Mais nous avons vu que le terme, l'unique terme, pas minori, mais minori, est la lecture explicative du caractère jitsu. Jitsu qui signifie réel, réalité. Alors que utsutsu, c'est la pseudo-réalité de notre monde phénoménal, celle dans laquelle on croit se réveiller au sortir du rêve, minori n'est autre que l'aspect réel, jisso, des entités. Les deux derniers vers peuvent donc soit signifier que le vrai rêve est bel et bien celui où l'on voit le refuge de la loi réelle, minori no yado, n'est-ce pas? Yado, ici, nous l'avions traduit à un moment par le palais, le refuge, l'abri. Ou bien, si l'on prend la version négative, dans le refuge de la loi réelle, il n'est plus de rêve à voir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'opposition entre utsutsu et yume, nous ne sommes plus que dans le minori. Dans les deux cas, on voit que le rêve est ici considéré par Jien comme plus authentique que la réalité phénoménale, en ce qu'il révèle quelque chose sur une réalité supérieure. Loin de nous l'idée que le texte que nous allons voir doit être lu à la lumière de ce poème, mais il nous paraît malgré tout intéressant de l'avoir présent à l'esprit afin de mieux comprendre ce que Jien fait de sa narration. Ainsi donc, à la même époque que Myoe et Shinran, Jien rêve aussi. Comme les deux autres moines, et un certain nombre d'autres de la même époque dont je vous fais grâce, mais il y en a vraiment plusieurs, nous en avons d'autres exemples, il a couché ses visions par écrit. Mais à la différence de Myoe, son témoignage n'est pas le reflet d'une activité onirique continuée tout au long de sa vie. Et à la différence de Shinran, vous avez vu tout à l'heure c'était un poème, n'est-ce pas, un quatrain, il n'y a nulle recherche littéraire dans la mise par écrit de sa relation. Ce texte a été très étudié au Japon. Il a été aussi abordé par des japonisants occidentaux. Pour l'instant, je vous donne simplement les deux études les plus récentes à ce sujet, des professeurs Ishikawa et Ozaki. Comme vous voyez, le titre du professeur Ozaki est aussi très, très intéressant, n'est-ce pas? L'espace langagier du Gukansho. C'est une façon d'aborder la question qui m'est bien sûr très proche.
Vous trouverez dans ces deux, bon, pour ceux qui connaissent le japonais, vous trouverez la liste, les bibliographies qui remontent le plus ancien, enfin, le plus ancien texte moderne. Nous avons des, enfin, je vous en fais grâce, donc Madame Manaka, la professeure qui est morte bien sûr depuis longtemps, Manaka Fujiko sur le Musoki de JN, et puis aussi de Akamatsu, son Kamakura Bukkyo no Kenkyu. Enfin, tout ça, vous le trouverez là. En Occident aussi, je dirais, les japonologues, bouddhologues français exerçant aux États-Unis, que sont nos amis Bernard Faure et Alain de Grappard, ont aussi traité de cette question. Donc, je me fonderai en partie sur les textes qui sont donnés par les professeurs Ishikawa Ozaki et puis d'autres encore. Je vous fais grâce de la salade textuelle et j'adapte le texte aussi pour que l'on puisse le lire plus facilement ici. Donc nous nous attacherons à le lire malgré donc l'abondance la certaine abondance de commentaires selon l'orientation propre à ce cours, en nous interrogeant sur son statut philologique et ce qu'il nous révèle de l'univers langagier de JN, ainsi que sur la façon dont cet univers langagier s'articule sur une vision religieuse dont il cherche à faire un modèle politique. Entrons directement dans le texte, car nous verrons que l'auteur nous donnera des indications précises sur sa date et sa destination. Je ne vais pas vous le lire à chaque fois. Oui, enfin, ce serait quand même obligé de faire quelques petites remarques philologiques. Bon, vous voyez d'abord la date, il est daté très précisément, le 22e jour du 6e mois de l'an 3 de l'ère Kennin, ce qui correspond à l'an 1203. Nous sommes sous le gouvernement shogunal, n'est-ce pas, du Bakufu, où l'empereur Go-Toba ronge son frein en attendant son heure, qui ne viendra pas malheureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas qui malheureusement pour lui, et qui le contraindra à l'exil en 1221, simplement pour vous resituer cela. Et c'est le moment où Go-Toba est en train de s'organiser. J'ai fait allusion à cela. Donc, à l'aube, Akatsuki, Yume ni Iwaku. Alors, il l'emploie de façon littéralement. Il m'a été dit en rêve. Non, on emploierait plus volontiers le mot miyu, n'est-ce pas, ou anawadu, etc. Là, c'est quelque chose qui lui est dit en rêve. Alors, comme je vous l'ai dit, nous reviendrons là-dessus plus en détail la semaine prochaine, enfin j'espère que nous en aurons le temps. Le texte est extrêmement, et sans aucune recherche littéraire. Ce sont vraiment des notes faites au fil du pinceau. Il ne les a pas écrites sur sa table de chevet en se réveillant le matin comme ce que nous avons, comme on le voit dans certaines relations de rêve du XIXe siècle, n'est-ce pas? Mais c'est certainement à partir de notes très rapides qu'il a prises sur le moment et qu'il a peu retravaillé après. Mais voyons cela, n'est-ce pas? Donc, Kokuo no, alors il faudrait dire, c'est Goho Motsu no nous pouvons lire sur Jinji ou Shinji Hoken no Jingi wa Gyokujo ou Gyokunyo nari. Kono Gyokunyo wa Saigo no te nari. Saigo no te nari. Alors, bon, vous voyez, je passe sur les difficultés grammaticales. Je vous suggère d'abord cette traduction. À l'aube, donc, me fut dit en rêve que des trésors du souverain, littéralement du roi du pays. Roi du pays, c'est un terme à la fois confucianiste, bouddhiste, mais qui ne nous met pas tout à fait dans le contexte japonais. Mais évidemment, mais ici, c'est l'empereur du Japon. Donc des trésors du souverain, Homotsu, le sceau divin que nous pouvons lire, Jingi ou que nous pouvons lire de plusieurs façons, Shinji ou
Jinji. La lecture Kun, nous y reviendrons tout à l'heure. Le sceau divin, donc ce sceau divin, Jinji, qui appartient au couple Jinji Hoken, c'est-à-dire le sceau divin et l'épée précieuse. Ce sceau divin, donc, était la femme de Jade, Gyokuja. Et cette femme de Jade était la personne, Te, de l'impératrice. Nous reviendrons sur Te tout à l'heure. Nous voyons que nous sommes d'emblée dans la plus haute symbolique politique, avec l'allusion aux trois trésors, n'est-ce pas, que sont que je vous donne ici, les trois trésors, Sanshu no Jingi, ou bien Shingi, selon les cas. Il y a aussi d'autres expressions dont je vous indiquerai une tout à l'heure. Donc, alors ce ne sont pas les trois trésors du bouddhisme, bien sûr, mais les trois joyaux plutôt, dont est dépositaire. Vous voyez que Homotsu, ici, on peut dire aussi Takaramono, mais ici il faut certainement le lire Homotsu, n'est-ce pas, Hobutsu, Homotsu, est synonyme de Jingi ou Shingi. Ce sont donc les trois trésors dont est dépositaire la maison royale depuis la fondation de l'Empire japonais. J'aurais voulu vous lire un texte, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps. Alors, les trois trésors, nous rappelons quels ils sont, je vous les donne ici, n'est-ce pas, le miroir de 8 pieds, le Kusanagi no Tsurugi, n'est-ce pas, l'épée, et le joyau recourbé, Magatama. Bon, vous voyez que l'épée, on voit très bien que ça correspond à Hoken. On ne voit pas de sceau, n'est-ce pas, de sceau divin dans cette liste. Le sceau divin est considéré comme synonyme du dernier, du joyau recourbé, Magatama. Alors vous voyez que c'est sur cette identification que va se nouer tout ce rêve et surtout son interprétation. Nous avions vu l'an dernier donc un fort long passage du livre 9 du Senjusho, encore une fois, qu'il vaudrait la peine de relire ici pour les prolongements qu'il montre avec les idées de Jien, et en particulier sur le miroir, dont vous voyez qu'il n'apparaît pas encore. Il en ressort ce que nous ne pouvons manquer de relever ici également, la complète adaptation au bouddhisme, ce que j'appellerais la bouddhisation, du mythe fondateur de la religion shinto et de la maison impériale. Ce n'est pas peine que je revienne évidemment sur l'histoire des trois joyaux. Peut-être, si nous avons le temps la semaine prochaine, j'essaierai de vous lire ce texte. Mais en plus de cette bouddhisation, on ne peut ignorer la tacite transformation qui s'opère ici. Nous remarquons tout d'abord que dans cette scène primordiale du rêve, qui est d'ailleurs la seule qui soit relatée par Jien, tout le reste du texte n'étant que la suite de ses réflexions sur le sens réel de la révélation onirique. Donc, il y a des interprétations qui ne sont pas explicitées. Bien que les trésors Homotsu soient mentionnés au tout début et mis immédiatement en relation avec le souverain, Kokuo, le miroir, qui tient le rôle central dans le Senjusho, puisque c'est l'un des symboles concrets qui est encore conservé au palais impérial, pour vous donner l'un des éléments importants. Ce miroir n'apparaît pas dans la scène elle-même. Il ne sera mentionné que plus tard. Remarquons aussi que les deux joyaux restants sont mentionnés avec des appellations différentes. Hoken pour Kusanagi no Tsurugi et Jinji ou Shinji pour Yasakani no Magatama. Cela n'est bien sûr pas propre à Jien. On trouve ces mêmes appellations dans un texte très célèbre, plus ancien encore, n'est-ce pas, le Okagami, le grand miroir. Le grand miroir, c'est un Rekishi Monogatari, un de ces monogatari historiques, qui est daté des environs de 1120, n'est-ce pas, presque un siècle auparavant. Mais le caractère bouddhique, comme vous le voyez, évidemment dans les deux cas, Hoken et Jinji, là, que je dirais plutôt à la bouddhique, n'est-ce pas, est bien plus marqué. Ce qui explique aussi leur usage dans les textes de l'époque. Ce sont des choses venant du fin fond de la mythologie japonaise, mais ils sont bouddhisés. Pour Hoken, comme nous allons le voir, le terme va s'appliquer sans peine à l'iconographie bouddhique.
En ce qui concerne le sceau divin, la chose se complique du flou qui cache la nature exacte de ce joyau. À propos de ces joyaux, je vous renverrai volontiers à l'article d'Éric Sesley, que l'on trouve maintenant très facilement sur l'Internet. Vous verrez, pour la symbolique impériale, n'est-ce pas, qui s'appelle Les trois trésors, Éric Sesley, Sezelet, Les trois trésors sacrés et la symbolique impériale au Japon, passé et présent. Bon, ça se trouve sur l'Internet, sur le site HAL, n'est-ce pas, HAL, et qui vous donneront quelques indications intéressantes. Le fait est en tout cas ici que le Magatama donc, est assimilé à ce Shinji, lequel peut signifier tout à la fois le sceau impérial, en son sens le plus concret, n'est-ce pas, le sceau qu'utilise l'empereur pour signer les décrets, et il est aussi une appellation collective pour les trois joyaux aussi. Le terme il peut être lu, alors Shin, n'est-ce pas, Kami no Shirushi, est aussi lu Ama no Mishirushi, c'est-à-dire le signe, le sceau divin. Mais ainsi que l'indique la lecture explicative Shirushi, il est presque naturellement mis en relation avec le caractère n'est-ce pas, qui traduit le sanskrit mudra ou le sceau mystique, ces gestes symboliques et liturgiques qui jouent un si grand rôle dans l'ésotérisme et tout spécialement dans les rituels qui sont en relation avec les mandalas. Le plus surprenant de cette attaque du rêve est bien sûr la double identification qui est faite tout d'abord entre le sceau divin et la fille de Jade d'une part, et ensuite entre la fille de Jade et l'impératrice. Bien évidemment, le terme de fille de Jade nous fait penser tout d'abord au taoïsme, où il est synonyme d'immortel, la Sennyo, n'est-ce pas, Senjo, Xianyu en chinois, sans compter les sens dérivés. On peut, en chinois moderne, si vous tapez fille de Jade sur l'Internet Images, Google Images, vous allez obtenir toute une série de photographies de pin-up, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce sont les belles femmes, tout simplement. Mais ça veut dire aussi votre fille, d'ailleurs, dans le style épistolaire chinois. Il y a aussi beaucoup de sens dérivés dans le taoïsme. On connaît la Taiyuan Yunyu en chinois, n'est-ce pas? C'est-à-dire la Taigen Gyokujo, c'est la femme de la célèbre Shi Wangmu, n'est-ce pas, la reine de l'Ouest et son jardin des péchés, très connu par l'épisode du voyage en Occident, n'est-ce pas, du Saiyuki. Et nous avons aussi le couple que tout le monde voit dans les restaurants chinois, n'est-ce pas, du jouvenceau divin, Shindo, on peut dire Shindo, et de la fille de Jade, Gyokunyo. Vous voyez que ce sont des termes très connus. Mais nous venons de voir que le terme se trouvait aussi dans la vision, ce terme de femme de Jade, dans la vision érotico-onirique de Shinran. Certains d'ailleurs sont allés jusqu'à penser que l'appellation se référait à un nom propre pour Shinran, la princesse Tamahi. Je ne sais pas si je ne vous ai pas donné le nom, qui était donc Tamahi, qui s'écrit avec Tama, le jade, et Hi, le jour, Tamahi Shime, que l'on disait être la première femme de Shinran et qui aurait été une fille de Fujiwara no Kanezane. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Le frère aîné de Jien, qu'il a toujours protégé au long de sa carrière ecclésiastique. Il faudrait penser aussi, donc, en mettant ensemble les deux textes, que le terme était un simple nom commun signifiant tout simplement « belle femme ». Mais nous verrons qu'avec le contexte, il nous faut aussi ne pas négliger une autre interprétation qui a été mise en évidence par le professeur Abe Ryuichi, professeur donc, de bouddhisme japonais à l'Université de Columbia, dans son livre qui s'appelle The Waving of Mantra, le tissage du mantra, où le rapprochement est fait avec ce texte très intéressant et qui nous convient tout à fait, vous verrez pourquoi,
aussi, qui est l'un des textes qui est contenu dans les Chohagon, n'est-ce pas, les Chohagongyo, c'est-à-dire les agamas longs. Et l'on voit que les filles de jade, les femmes de jade, comme vous voyez à la première, enfin, au deuxième paragraphe, au deuxième point, n'est-ce pas, Iuni, là il faut lire Ikanni Gyokunyo Ho Jojusen. Comment le trésor ou le joyau de la femme de jade sera-t-il réalisé? Et c'est un dialogue avec quelqu'un, avec un protagoniste, entre le Bouddha et un protagoniste dont vous voyez l'identité, que je vous demande aussi de retenir à la troisième ligne avant la fin, Tenrin Shō, le souverain, le saint roi qui fait tourner la roue. C'est évidemment le sanskrit Chakravartin, le souverain de l'orbe, le souverain du monde, vous savez, celui que le Bouddha n'a pas voulu devenir. Le Bouddha pouvait être soit un grand religieux, soit un Chakravartin. Le papa voulait qu'il devienne Chakravartin, lui a voulu devenir grand religieux, il a laissé tomber le trône royal. Et nous allons voir ce terme revenir souvent dans la relation de Jien. Donc, la fille de jade ici est l'un des 7 trésors qui est réalisé Joju, et ce terme de Joju, vous allez le voir constamment aussi dans la relation de Jien, est l'un des 7 trésors qui entoure, dont est muni le roi, le Chakravartin. Donc ce sont des... Alors, vous voyez comment elles sont décrites, n'est-ce pas? Elles sont très jolies, d'un port tout à fait digne. Elles ne sont ni trop grandes ni trop petites. Elles ne sont ni grossières ni trop délicates, ni blanches ni noires, ni raides ni souples, etc. Elles sont chaudes l'hiver, elles ont le corps chaud l'hiver et rafraîchissant l'été, etc. Et de tous les pores de leur peau émane une odeur de bois de santal, n'est-ce pas? Donc tout cela est très recommandable. Donc, donc vous voyez que nous sommes ici, plus du tout dans un contexte taoïste, mais dans un contexte bouddhique bien attesté aussi à l'époque. Donc il faut évidemment garder cela il faudra garder cela en tête. Alors évidemment, là aussi, je vais passer là-dessus, bien que cela soit pas sans importance avec ce que nous venons de dire. Dans le taoïsme, l'idée de femme de jade, c'est un peu comme la dombi dans les textes tantriques indiens et tibétains, n'est-ce pas? C'est la partenaire des pratiques sexuelles qui sont résumées dans le terme bochu jutsu, n'est-ce pas? Les arts de la chambre. Donc on trouve aussi dans ce contexte, et vous allez voir que ce n'est pas sans rapport avec le reste de la relation que nous voyons tout de suite. Le roi, alors voici, excusez-moi, j'ai oublié le Jisho, n'est-ce pas? Jisho, c'est la nature. Après Ji, le caractère Mizukara, vous avez le terme Sho, la nature. Donc, Jisho Shoujo no Gyokujo no Te ni Utai ni Idu. Ilité. Le roi pénètre Te Utai, la personne de la femme de jade, en pureté de nature propre. Alors vous voyez que c'est très explicite, on peut en effet le comprendre ainsi qu'il est dit. Nous entrons dans le vif du sujet et nous voyons que nous sommes en fin de compte dans un univers de représentation assez proche du rêve de Shinran. Mais si nous avons pu évoquer les éléments taoïstes tout à l'heure, le terme de pureté de nature propre, Jisho Shoujo, ne laisse aucun doute sur la dimension bouddhique de ce texte. Cette locution est souvent épithète de Shin, la pensée. Et l'expression pensée en pureté de nature propre peut se référer au plan de loi Hokkai, n'est-ce pas, Nori no Sekai, ou au Bouddha en corps de loi, et surtout à la nature de Bouddha, latente au plus profond des êtres, cachée au plus profond des êtres, attendant d'être révélée par la pratique. Il est difficile de décider de la prononciation du caractère Tai ou Te, n'est-ce pas? Tai est la lecture Goon, Te est la lecture Kaon. Donc, nous sommes dans un contexte bouddhique, il faudrait le lire Tai. Mais
je propose ici de traduire dans ce texte par la personne, puisque nous avons vu tout à l'heure que la femme de Jade était la personne de l'impératrice, et ici, donc nous avons à la fois le sens, disons, moral et le sens physique, et comme vous le voyez, c'est à prendre dans tous les sens. Nous avons ensuite l'expression, la phrase continue avec une expression tout à fait claire, encore une fois, si on n'avait pas compris au début. Alors là, il faudrait sans doute lire là aussi, on ne sait pas comment lire, n'est-ce pas ? On peut le lire, par exemple, les acupuncteurs savent que ce caractère koe, majiwari au, n'est-ce pas ? On peut se dire koe, la lecture pure goon serait kyoe et la lecture kaon serait kookai. Il y a souvent des lectures, disons, hybrides. Pour l'instant, je vous propose de le dire en purisme goon, kyoe. Kyoe, c'est shime tamaeba, ou bien sase tamaeba. Vous voyez, un double honorifique. Donc, ils se sont accouplés, s'étant accouplés, c'est-à-dire le roi et la femme de Jade. Le caractère, cette citation finit sur une exclamation qui se lit « ka », mais qui, dans le contexte de l'époque, je vous passe tout cela, veut dire, c'est une affirmation faite avec précaution. C'est sans doute que « no sho tomoni muzai naran ka ». N'est-ce pas ? Donc, ils se sont accouplés, s'étant accouplés, il n'y avait sans doute nulle faute dans aucun des deux, ni dans l'actif, ni dans le passif, c'est-à-dire le caractère mâle et le caractère femelle, n'est-ce pas ? Donc, on trouve ici un curieux concours avec le rêve de Shinran, à savoir le caractère non fautif de l'accouplement, qui est en soi fautif. Canon propose au moine de se faire femme de Jade afin de recevoir la souillure de son acte, sous-entendant que le moine n'en subira pas la conséquence, et pour Jien aussi, la pureté foncière de la femme de Jade, Jisho Shoujo, fait que l'acte sexuel ne saurait être une souillure pour le couple impérial. Avec cette interrogation s'achève la relation du rêve à proprement parler. Nous pouvons d'ailleurs nous demander si c'est bien en rêve que Jien acquiert cette certitude de la non-souillure, ou si nous sommes déjà dans l'exégèse qui va occuper tout le reste de la relation. Bien que la suite immédiate nous ferait pencher pour la première solution. D'ailleurs, cette remarque comporte une touche d'authenticité, n'est-ce pas ? C'est du vécu. Chacun a l'expérience que dans le rêve, nous avons, à propos de ce que l'on voit, des certitudes qui sont en quelque sorte dictées et non pas le fruit de la perception dans le rêve même, une sorte de surconscience qui nous dicte l'interprétation. Et le réveil vient après. Excusez-moi, je ne vous ai pas donné. Ah si, c'était là. Voilà. Non, moi, je ne vous ai pas donné. Aussi ai-je compris dans ce rêve que le sceau divin est. Ah, excusez-moi, c'est là. Oui, oui. Konoyue. Pardon. Konoyue. Je ne vous lis pas ça parce que ça va être trop long. Mais aussi ai-je compris que dans le rêve, le sceau divin est le jade pur. Le sens est fort peu clair. Faut-il comprendre Jade comme femme de Jade et donc impératrice, ou Jade comme symbole de pureté ? Nous allons voir plus tard comment l'idée se développe. Donc, après cette première identification née d'une réflexion, ou plutôt d'une perception, kakuchi, kore o kakuchi, shi owarinu. Donc, Jien poursuit avec une remarque d'expérience qui nous parle aussi. Après cela, dans l'intervalle où je ne savais pas encore si j'étais ou non, où je ne savais pas si j'étais ou non déjà éveillé, je continuais à réfléchir à ce fait. À la lecture de ces paroles, nous ne pouvons que rappeler ce que nous avons dit à propos du recours au rêve comme moyen d'affirmer des propositions qui seraient trop délicates à formuler expressément. Et bien évidemment, nous sommes renvoyés, si vous vous souvenez, au poème de tout à l'heure, au jeu entre Otsutsu, Minori, Yume.
Il ne sait pas s'il est éveillé, s'il est encore endormi, Utsuka Yumeka, mais en même temps, il va nous donner un propos de loi Minori. Et nous allons voir ce qu'il nous dit. Alors, il y a un petit problème textuel, n'est-ce pas? Et je vais simplement me contenter de vous lire cela. Il s'agit du sceau, du sabre et du fourreau de Fudomyo. Nous reviendrons là-dessus. Le sabre est l'épée précieuse, c'est la personne du roi. Le fourreau est le sceau divin, c'est la personne de l'impératrice. Par cette idée de leur union se réaliserait donc ce sceau, c'est-à-dire cette mudra, n'est-ce pas, c'est une mudra particulière, et le vénérable Achala doit sans doute être, c'est-à-dire Fudomyo, doit être tenu pour l'objet principal de vénération du roi, c'est-à-dire de l'empereur. Arrêtons-nous ici pour l'instant. Nous verrons au prochain cours les conséquences contemplatives que tire JN de cette première série d'identifications. Conséquences symboliques, parce qu'elles jouent bien sûr sur la représentation du pouvoir politique et religieux, mais conséquences rituelles aussi. Nous le voyons déjà par cette identification des deux sceaux, J et In. Est-il besoin de préciser encore une fois que cette identification s'opère sans difficulté par le biais de la lecture explicative du kundoku japonais? Car aussi différents que soient les deux caractères, de J et de In, ils sont profondément liés pour tout lecteur japonais par leur lecture commune de Shirushi. Et nous verrons aussi que nous reparlerons aussi du style de JN dans le cours prochain qui va continuer celui-ci. Je remarquais la dernière phrase, n'est-ce pas? Kono Shirushi o Joju Senka. C'est un Joju réalisé, accomplir, c'est le terme même que nous avions dans les shohagon de tout à l'heure. Vous voyez comment ces textes se répondent. Et nous allons continuer la semaine prochaine la lecture de ce texte, dont j'espère que vous le trouverez aussi passionnant que moi, bien que je l'expose de façon tout à fait cryptique, j'en ai peur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.